14 octobre 1983, 2h47 du matin, un appartement exigu au cinquième étage d'un immeuble haussmannien du 16e arrondissement de Paris, où l'air stagnant porte l'odeur âcre du tabac froid et du café renversé sur une table encombrée de faux passeports. La sonnerie du téléphone déchire le silence comme un fil de fer barbelé, tendu dans l'obscurité, un son strident qui fait vibrer les vitres embuées par le froid automnal. Et Viktor Ivanovitch Sokolov, alias Pierre Laurent, agent illégal du KGB infiltré depuis 7 ans dans les cercles d'affaires français, sent son cœur cogner contre ses côtes comme un marteau-piqueur clandestin, ses doigts moites hésitants au-dessus du combiné noir, sachant que chaque seconde de retard pourrait être interprétée comme une trahison par celui qui appelle de l'autre bout de la ligne cryptée. Il décroche enfin, le souffle court, et la voix rauque de son officier traitant, le colonel Dmitri Volkov, basé à l'ambassade soviétique, crachote à travers le grésillement des parasites intentionnels. Pierre, le colis est prêt au point K12. Jardin des Tuileries, Banque Nord, sous la 3e lame du dossier. Minuit, demain. Pas d'erreur. Sokolov murmure un « Da, compris ». Mais déjà son esprit turbine, scrutant les ombres projetées par la lampe à abat-jour jaunie, se demandant si les murs eux-mêmes ne murmurent pas déjà ces secrets à la DST, ces Français aux yeux froids qui rôdent dans les couloirs des brasseries et les files d'attente des boulangeries. Il raccroche, allume une gauloise d'une main tremblante, la fumée s'élevant en volute paresseuse vers le plafond craquelé, et fixe la fenêtre donnant sur l'avenue Victor Hugo, où les phares des voitures de patrouille nocturne balaient sporadiquement la nuit comme des projecteurs de la Lubyanka IGA à Paris. De l'autre côté de la ville, dans un safe house anonyme près de la place de la Bastille, Elena Petrova, née Marie Duval, agente de soutien logistique pour le réseau Orlov, un entrelac de 7 cellules dormantes tissées patiemment depuis 1976 pour infiltrer les ministères de la Défense et du Quai d'Orsay, attend son tour de contact. Le tic-tac de l'horloge murale amplifié par le silence oppressant de la pièce aux meubles dépareillés, une vieille machine à écrire Olivetti posée comme une sentinelle sur la table, ses touches encore imprégnées de l'encre des messages codés en one-time pad qu'elle a tapés la veille au soir sous la lueur d'une lampe torche pour ne pas alerter les voisins. Elle tire sur sa cigarette jusqu'au filtre, le papier brûlant ses lèvres gercées, et jette le mégot dans un cendrier débordant, son regard glissant vers la porte d'entrée. Cette porte qu'elle barricade chaque nuit avec une chaise branlante, imaginant les coups discrets de la police judiciaire, les menottes froides refermées sur ses poignets fins, tandis que ses enfants, innocents, français jusqu'à la moelle, pleurent dans l'appartement voisin, ignorant que leur mère est un fantôme du GRU recyclé au KGB. Le réseau Orlov, ce joyau clandestin forgé dans les sous-sols de Moscou, repose sur des années de discipline granitique. Dead drops dans les parcs, brush pass dans le métro bondé, microfilms avalés en cas d'urgence, et des agents comme Sokolov qui, sous couvert de deals immobiliers bidons, exfiltrent des plans de missiles balistiques français et des rosters d'officiers de l'OTAN. Mais ce soir, Elena sent un frisson irrationnel, un bourdonnement dans les fils téléphoniques qu'elle a vérifiés elle-même avec un détecteur artisanal, comme si les murs transpiraient une surveillance invisible. Au cœur du réseau, le traître sommeille mal. Dans un studio meublé de la rue de Rivoli, Sergueï Kuznetsov, alias Jean Moreau, recruté en 1977 lors d'un symposium économique à Genève par Volkov lui-même, un économiste soviétique déçu par les purges internes au parti, qui a juré loyauté au KGB, mais dont le cœur s'est fissuré sous le poids des roubles versés sur un compte suisse secret et des promesses chuchotées par un contact de la CIA lors d'un cocktail à l'ambassade américaine en 1981. Kuznetsov fixe le plafond taché d'humidité, écoutant le ronron distant d'un ascenseur qui s'arrête aux étages inférieurs, chaque grincement des câbles résonnant comme un compte à rebours,
sa main caressant machinalement le magnétophone miniaturisé caché dans une boîte à cigares, où il enregistre déjà les détails du prochain dead drop. Position exacte, heure, contenu, un rouleau de 35 mm contenant les identités de 5 agents dormants prêts à être activés pour saboter des pipelines OTAN en Allemagne de l'Ouest. Il hésite, rallume une camelle sans filtre, la fumée emplissant ses poumons comme un poison lent, se rappelant la première trahison, ce coup de fil anonyme à la SDECE depuis une cabine publique près de la Tour Eiffel. La voix déformée par un mouchoir sur le récepteur. Rendez-vous au Café de Flore, 15 heures. Homme en gris, avec journal Le Monde plié en triangle. Depuis, les paiements affluent. 50 000 francs par livraison d'infos. Mais la paranoïa le ronge. Chaque ombre dans la rue, un limier français. Chaque appel du centre, un test de loyauté. Vous sentez cela, n'est-ce pas? Cette pression thoracique, quand le téléphone sonne dans le vide. Quand le laitier frappe trop tôt à la porte, sachant que le silence est un aveu, le bruit une condamnation. Le lendemain, 15 octobre, 11h58, Jardin des Tuileries. Le vent automnal fait frémir les feuilles mortes autour du banc nord où Sokolov s'assied, feignant de lire France Soir, ses yeux scrutant les passants, Nounou poussant des landaux, touristes japonais mitraillant l'obélisque au loin, le cœur battant à l'unisson des cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois qui sonnent midi avec une lenteur funèbre. Il glisse la main sous la lame du dossier, sent le petit paquet scotché, l'arrache d'un geste fluide appris lors de stages à Yasenevo, le fourre dans sa poche intérieure, tandis qu'un pigeon picore les miettes à ses pieds. Mais au loin, un homme en imperméable gris ajuste ses lunettes, notant chaque mouvement sur un calepin microscopique. Un agent de la DST briefé par Kuznetsov la nuit précédente via un dead drop inversé dans une bouche d'égout de Belleville. Sokolov se lève, marche vers la scène d'un pas mesuré, mais le bourdonnement d'un scooter qui le frôle trop près le fait transpirer sous son col amidonné, imaginant les micros directionnels braqués depuis les combles des hôtels particuliers riverains, les plaques d'immatriculation relevées par des bagnoles banalisées garées en double fil. À des kilomètres de là, dans les sous-sols du boulevard Saint-Germain, le directeur de la contre-espionnage française, Pierre Lacoste, écoute le rapport radio de son équipe. Colis récupéré, cible en mouvement vers Pont-Neuf, suivi visuel intact. Kuznetsov, depuis son bureau d'analyste à l'INSEE, reçoit un bip codé sur son pager, le signal que le piège se referme, et son estomac se noue, cigarette tremblante entre les lèvres, tandis que la machine à écrire du bureau cliquette comme un verdict inéluctable. Les jours suivants s'étirent en une toile d'araignée de routine paranoïaque. Elena, dans son safe house, trie des coupures de presse sur les essais nucléaires français à Mururoa, encodant les noms d'ingénieurs clés sur du microfilm exposé à la lumière rouge d'une chambre noire improvisée dans la salle de bain, l'odeur chimique âcre se mêlant à celle des égouts parisiens montant par les tuyaux, chaque flash de l'appareil photo Minox jetable résonnant comme un coup de feu étouffé, et elle sursaute au bruit d'un voisin claquant sa porte, imaginant les Stasi-like français perçant les murs avec des endoscopes. Elle active le téléphone crypté, compose le numéro de Volkov à l'ambassade, mais la ligne grésille d'un silence trop long, un blanc de 3 secondes qui suffit à semer le doute. Wiretap? Double agent au standard? Avant que la voix familière ne réponde, rapport hebdo. Tout est calme au front. Mensonge poli, car Volkov sait déjà, via ses propres canaux, que des ombres planent. Il raccroche, allume un cigarillo cubain dans son bureau aux meubles massifs, les rideaux tirés malgré le jour gris, écoutant le tic-tac de sa montre Raketa, comptant les heures jusqu'au prochain brush pass avec Kuznetsov, ce fidèle dont les rapports sont devenus trop précis, trop opportuns. Kuznetsov, lui, double jeu en bandoulière, rencontre son handler CIA dans un cinéma pornographique de Pigalle,
le projecteur crachotant des images floues sur l'écran, tandis qu'ils échangent enveloppes dans l'obscurité puante de pop-corn rance et de sueur, murmures à peine audibles par-dessus les gémissements amplifiés. Orlov compte 9 têtes actives, dont 3 dans l'armée. Voici les dead drops. 200 000 francs sur le compte. L'Américain hoche la tête. Disparaît dans la foule des marins en permission, laissant Kuznetsov seul, avec sa culpabilité rampante, le filtre de sa Marlboro mâchonné jusqu'à l'os dans la ruelle arrière, où l'urine forme des flaques miroitantes sous les néons clignotants. Vous connaissez ce moment, cette pause interminable avant de franchir le seuil d'un café bondé, où chaque visage tourné vers vous semble décrypter vos mensonges, où le serveur qui essuie le comptoir trop lentement pourrait être un indique de la brigade criminelle. Le 22 octobre, 4h15, aéroport d'Orly, Sokolov embarque pour un faux voyage d'affaires à Bruxelles. Valise samsonite bardée de double fond remplie de documents sur le programme Hades, missile sol-sol français, mais au contrôle de sécurité, le scanner révèle une anomalie infime. Un badge magnétique cousu dans la doublure. Et 2 douaniers en civil l'escortent dans une salle aux murs nus, fluorescents bourdonnants comme des frelons enragés, où un inspecteur de la DST, chemise froissée et yeux injectés de caféine, pose la première question d'une nuit interminable. « Monsieur Laurent, ces plans de sous-marin ne sont pas à vous, n'est-ce pas ?» Sokolov nie, sue, sent le microfilm dans sa chaussure peser comme du plomb, le silence s'étirant jusqu'à ce que l'horloge murale marque 5h32, chaque tic un clou dans le cercueil du réseau. Pendant ce temps, Volkov reçoit l'alerte codée. Pierre en retard, possible compromission, et active le protocole d'urgence. Burner phones jetés dans la Seine, safe house purgé, mais Kuznetsov a déjà livré les adresses. Et à 6h47, la porte d'Elena explose sous les bottes de la ride, ses enfants hurlant dans la pièce voisine tandis qu'elle avale une capsule de cyanure trop tard, les menottes claquant sur ses poignets inanimés. L'effondrement s'accélère comme une domino chain réaction dans les couloirs glacés de la SDECE. Le 25 octobre, Volkov est exfiltré in extremis par un diplomate sous couverture, sac griffonné de notes brûlées à la flamme d'un briquet Zippo dans la cave de l'ambassade, mais pas avant d'avoir vu les arrestations pleuvoir. 3 agents à Lyon, pris lors d'un dead drop dans un parking souterrain, où les phares des voitures banalisées illuminent leurs visages pâles comme des spectres. Un dormeur à Marseille, cueilli à son bureau de la SNCF, alors qu'il encodait des horaires de train pour exfiltration de matos sensibles, le clavier de son terminal IBM encore chaud sous les doigts des flics. Kuznetsov, protégé par ses maîtres américains rapatriés via une planque à Francfort, regarde depuis un motel anonyme les journaux télévisés. Coup de filet contre un réseau d'espions soviétiques, 7 arrestations, dont un colonel. Il allume cigarette sur cigarette, le cendrier débordant sur le tapis usé, écoutant le ronflement de la clim qui masque mal le bruit des camions sur l'autoroute, sa famille à Moscou rayée des listes du KGB par un ordre de liquidation silencieuse, des oncles et cousins disparaissant dans les geôles de Lefortovo sans un mot. Dans la salle d'interrogatoire du 36 quai des Orfèvres, Sokolov craque après 72 heures sans sommeil, les néons impitoyables gravant des ombres sous ses yeux caves, l'inspecteur versant du café tiède dans un gobelet en plastique qui goûte sur la table en formica. « Dites-nous pour Orlov, Pierre, ou Marie, les dead drops, les codes. » Il parle enfin, voix brisée, révélant les chaînes de commandement, les microfilms enterrés sous les bancs publics, les safe houses de banlieue où des radios à ondes courtes crachotaient les instructions de Moscou dans le jargon des pêcheurs norvégiens. Elena survit, à peine, dans une cellule capitonnée, son esprit dérivant vers les enfants placés en foyer, le poison résiduel lui nouant la gorge comme un remords éternel. Volkov, de retour à Moscou,
est interrogé par le premier directorat du KGB. Sous les portraits jaunis de Andropov, les projecteurs braqués sur son visage, silence pesant pendant des heures, jusqu'à ce qu'il avoue l'aveuglement. Un informateur interne, camarade. Kuznetsov, il a tout livré. Exécution discrète, balle dans la nuque au polygone de tir de la Loubianka, corps dissous dans l'acide. Les mois s'étirent en conséquence rampante. À Paris, les procès à huis clos libèrent des bribes. Trahison interne a démantelé 7 ans de travail. Famille d'agents ordinaires, boulangers et postiers, se voyant refuser visa et emploi, enfants tontés à l'école sous les rires des cours de récré. Kuznetsov, relogé à l'anglais sous un nom d'emprunt, boit du bourbon seul dans un appartement anonyme de Virginie, le téléphone muet depuis des lustres, sauvant des ombres dans les rideaux tirés, attendant le jour où un sniper du GRU le cueille pour dettes anciennes, le filtre d'une Lucky Strike tombant en cendres sur le lino craquelé. À Moscou, le centre reforme Orlov 2D0, mais les cicatrices persistent. Officiers purgés, budget rogné, et dans les archives jaunissantes de Yasenevo, un dossier marqué Paris 83, effondrement par taupe. Page scellée par des rubans rouges, attendant le prochain lecteur dans le bourdonnement éternel des ventilateurs poussiéreux. Vous restez là, immobile, écoutant le silence qui suit la trahison, sachant que la paranoïa n'est jamais finie, que chaque sonnerie, chaque pas dans l'escalier est le début d'une nouvelle chute. Les lumières fluorescentes bourdonnent encore, interminablement, dans les pièces vides où les fantômes des réseaux morts attendent leur revanche ou leur oubli. Le réseau s'était bâti goutte à goutte depuis 1976, quand Volkov, jeune major du KGB, posa le premier pion lors d'une foire commerciale à Lyon. Un ingénieur français, Claude Moreau, contacté via une serveuse complice dans un bistrot de la Guillotière, recruté avec des promesses d'argent faciles et d'idéaux flous, formant la cellule alpha qui exfiltra les premiers bleus sur le Rafale naissant. Les nuits de codage s'enchaînaient alors dans des motels de banlieue, machines à écrire portatives cliquetant sous les couvertures pour étouffer le son. Elena, fraîchement exfiltrée d'un camp en Afghanistan, tapant des rapports sur papier pelure, ses ongles rongés jusqu'au sang par l'angoisse des patrouilles frontalières. Sokolov rejoignit en 77, parachuté illégal via Prague, apprenant le français dans une planque de banlieue lyonnaise, où les cloches des églises sonnaient midi, pendant qu'il répétait des accents bourguignons devant un miroir fêlé. Chaque dead drop était une épreuve. Sacs plastiques lestés de pierres jetés dans les bouches d'égout de la Villette, récupérés à l'aube par des SDF payés au black. Microfilms glissés dans les pages creusées de livres de Victor Hugo, achetés d'occasion aux bouquinistes du quai Malaquais. La paranoïa s'insinuait tôt. Un agent de cellule Bravo, pris en filature lors d'un brush-pass au Champ de Mars, forcé de se suicider avec une lame de rasoir dans les toilettes d'un café, son sang goûtant sur le carrelage blanc, tandis que Volkov, depuis son bureau consulaire, ordonnait la purge des contacts secondaires. Kuznetsov entra en scène comme un virus dormant. Recruté à Genève, il grimpa vite, gérant la cellule Gamma, infiltration des syndicats CGT, pour des grèves sabotant les usines d'assaut. Ses premiers rapports étaient impeccables. Dead drops impeccables sous les ponts de la Marne, où l'eau clapoteuse masquait les frottements des enveloppes scellées au silicone. Mais en 81, lors d'un congrès à Bruxelles, un Américain de la station CIA, un certain Harlan, sous couverture de journaliste du Washington Post, glissa un billet dans sa poche lors d'une poignée de main. « Appelez ce numéro si les Russes vous saoulent. 50K pour le premier scoop. » Le doute germa lors des nuits solitaires à coder des listes d'activistes pro-Pologne, cigarette après cigarette, le cendrier emplissant la pièce de cendre grise comme des regrets accumulés, jusqu'au premier appel depuis une cabine de la gare de Lyon, voix chevrotante. « J'ai des noms. Rendez-vous au Louvre,
elle, Richelieu. La trahison s'épanouit en routine. Chaque semaine, un micro-meeting dans un supermarket Monoprix. Panier rempli de conserves anodines, cachant des cassettes audio des conversations de Volkov, livrées à un point de collecte rue Saint-Antoine, où un SDF ramassait les sacs pour 100 francs. La DST, alertée, déploya ses limiers. Filatures en tandem à moto slalomant dans le trafic de l'avenue Foch, micros paraboliques braqués sur les fenêtres des safe houses depuis des combles voisins, où des techniciens en blouse blanche ajustaient les gaines heure après heure. Le statique radio crachotant des bribes de Russes codés. Sokolov sentit le filet se resserrer le 10 octobre, lors d'une attente interminable au péage de la 6. 10 minutes de trop pour un camionneur censé livrer du matos radio, regard fixe sur le rétroviseur où une 4L grise surgit, puis disparaît, cœur cognant jusqu'au soir où il vérifia ses propres lignes téléphoniques. Pince à bec, fouillant les boîtiers de jonction dans les caves humides. L'arrestation d'Elena fut un cauchemar étiré. 6h47, assaut silencieux, bélier pneumatique fracassant la serrure, gilet pare-balles envahissant la cuisine où elle préparait du thé pour masquer l'odeur de révélateur photo. Mains en l'air, hurla le capitaine, mais elle plongea vers l'armoire, avala la pilule, s'effondrant en convulsions tandis que ses enfants, réveillés, pleuraient « Maman !» depuis la chambre adjacente, séparée par un mur fin comme du papier. À l'hôpital, sous perfusion, elle balbutia des noms sous l'éther des calmants, brisant les cellules restantes. Un opérateur radio à Toulouse, pris en pleine transmission à ondes ultra courtes, antenne dipôle démontée par les gendarmes mobiles, une coursière à Nice, interceptée à la frontière italienne, avec 2 kilos de littérature subversive microsfilmée dans ses soutiens-gorge. Volkov, en fuite, brûla les archives dans la cheminée de l'ambassade. Flamme léchant les pages noircies de schémas d'écoute pirates sur les lignes de l'Élysée. Mais un agent double de la DGSE, infiltré comme chauffeur, nota les cendres restantes, reconstituant le puzzle lors d'une nuit blanche au fort de Noisy-le-Sec. À Moscou, le débriefing dura des semaines. Salle aux murs tapissés de liège pour étouffer les cris, généraux fumant des Belomor-Canal, pointant du doigt les erreurs. Comment rater un taupe si évident? Ces rapports trop parfaits. Et Sokolov, extradé secrètement, fut brisé dans une geôle française avant renvoi en URSS, où les interrogateurs du comité le firent craquer sur d'autres réseaux, chaîne de dominos s'étendant jusqu'à Berlin-Est. Kuznetsov, en Amérique, sombra lentement, cauchemar de filatures infinies, thérapie refusée, alcool noyant les nuits où le téléphone sonnait dans le vide, Écho de Paris entend les motels anonymes. Sa femme soviétique, restée à Moscou, fut internée comme paranoïaque, lobotomisée par des électrochocs dans un asile de Kazan, lettre censurée, la reliant à un fantôme. Le réseau Orlov devint légende noire au KGB, manuel d'école pour les recrues de Yasenevo. Vérifier les loyautés internes ou périsser dans le silence des dead drops trahis. Et dans les parcs de Paris, des années plus tard, les bancs gardent encore la trace fantôme de colis invisibles, vent automnal emportant les feuilles mortes sur des dalles qui murmurent des secrets enterrés. Bourdonnement éternel des lumières de la ville, veillant sur l'inévitable retour de la paranoïa. Les routines de surveillance s'étaient intensifiées avant l'effondrement, transformant chaque jour en supplice lent. Sokolov, rentrant de ses affaires, inspectait ses portières avec un miroir à manche télescopique appris à l'Académie Andropov, cherchant les traces de poudre fluorescente des filatures DST, pouce accélérant au moindre grain suspect sur le bitume mouillé de la rue de Passy. Elena, au supermarché, variait ses horaires de course pour brouiller les profils, paniers chargés de boîtes de sardines où glissaient des notes codées, mais sentait les regards des caissières s'attarder, caisses enregistreuses bipant comme des compteurs Geiger. Volkov, à l'ambassade,
recevait les rapports via des coursiers à vélo slalomant dans le trafic, mais vérifiait chaque enveloppe sous lampe UV pour marque d'ouverture forcée, sueur perlant sur son front malgré le froid d'octobre. La trahison de Kuznetsov culmina le 28 octobre lors d'un dernier dead drop à Montmartre, sac sous la statue du Sacré-Cœur, contenant la liste complète des cellules Delta et Epsilon, saboteur prêt pour les JO de Los Angeles. La DST l'attendait, projecteurs occultes illuminant son visage hagard alors qu'il fouillait le socle, menottes claquant dans le flash des appareils photo, mais il fut exfiltré par la CIA avant le procès, hélico low-level survolant la scène nocturne, abandonnant le réseau à son sort. Les interrogatoires s'éternisèrent. Sokolov, 96 heures sans eau claire, voix rauque récitant les fréquences radio des safe houses de province, Elena, liens familiaux utilisés comme levier, photos de ses enfants agités sous son nez, coopérer, ou ils deviennent pupilles de l'État. Elle céda, non coulant comme du sang d'une plaie ouverte. À long terme, l'onde de choc toucha les alliances. MI6 coupa des canaux partagés avec les Français, FBI renforçant ses propres chasses aux taupes inspirées par Paris 83, tandis qu'à Moscou, purges internes liquidèrent 23 officiers soupçonnés, corps empilés dans les fosses communes de Boutovo sous la neige éternelle. Kuznetsov, vieil homme brisé en 1995, se suicida d'une balle dans la bouche lors d'un blackout à l'anglais. Note froissée, le silence est pire que la trahison. Les échos persistent dans les archives déclassifiées, pages jaunies sous les néons froids des salles de lecture, où les chercheurs sentent encore le poids du regard invisible, tic-tac des horloges marquant le lent retour des ombres froides. Mais aujourd'hui, en 2023, les ombres froides se réchauffent au feu des algorithmes. À Quantico, un analyste de la NSA, yeux rougis par les écrans OLED, exhume les fichiers Paris 83 d'un serveur poussiéreux, IA fouillant les métadonnées comme un chien de chasse sur une piste oubliée. Anomalie détectée, clignote le prompt. Un pattern de communication micro-ondes, relique des fréquences Sokolov, écho dans le dark web où des hackers russes, petits-fils des purges de Boutovo, assemblent un puzzle numérique pour les JO de Paris 2024. Kuznetsov Jr., alias Alexei K., opère depuis un café anonyme de Belleville, laptop ventilé bourdonnant comme un frelon, VPN en cascade masquant son IP vers un bunker virtuel en Sibérie. Il droppe des paquets codés dans des forums de gamers, innocents avatars de streamers masqués servant de mules pour des schémas d'empoisonnement d'eau olympique, drones kamikazes chargés de Novichok dilués. La DST 2.0, rebaptisée DGSI, alerte ses drones de surveillance, caméra thermique balayant Montmartre, où la statue du Sacré-Cœur veille toujours, cicatrice invisible sous son socle. Volkov II, petit-neveu du paranoïaque d'octobre 83, pilote depuis l'ambassade russe un réseau de bots Telegram, vérifiant chaque ping sous IA quantique, sueur digitale perlant sur son clavier malgré l'air conditionné arctique. Mais la taupe est revenue, hybride. Une IA française dévoyée, entraînée sur les archives jaunies, murmurant des dead drops GPS dans l'oreille des saboteurs. Le 28 juillet 2024, climax sous les projecteurs des stades. Hélico CIA low level au-dessus de la scène, encore, mais cette fois avec optique laser et EMP prête à griller les serveurs ennemis. Les interrogatoires 2, 0, neurolien implanté, Elena, 2, 0, descendante de la brisée. Voix synthétique craquant sous les hologrammes de ses enfants virtuels. Coopérer ou ils bootent en boucle infernale. Nom coulent en flux binaire. À Moscou, purge cyber. 23 data centers rasés par des malwares internes. Serveurs fondus comme chair à Butovo numérique. Alexei K., ombre brisée en 2025, se déconnecte d'une balle. 50 dans le data center de l'anglais. Note pixelisée. Le code est pire que le silence.
Les échos mutent dans les clouds déclassifiés, serveurs quantiques sous néon quantique, où les chercheurs AI sentent le poids du regard omniprésent. Algorithme tic-tacant, le retour éternel des ombres connectées. Fin du cycle ou reboot imminent. ATO 3, reboot quantique 2026. Les JO de Paris 2024. Un hologramme fané, effacé par des algorithmes de déni, scène gelée sous un dôme de données falsifiées. Mais le code ne dort pas. Il pulse dans les abysses du darknet sibérien ou les survivants de Butovo 2. 0, clones neuronaux d'Alexei K, tissent un nouveau puzzle. JO de Los Angeles 2028, cible alpha. VPN quantique enchevêtré, IP fantôme dans le brouillard californien, mule upgradée, influenceurs TikTok drogués à l'IA, diffusant des mèmes viraux codés pour des blackouts massifs, drones swarmés par nanobots voraces. Kuznetsova 3 émerge des cendres, fille d'Alexei, tatouage OLED clignotant des schémas d'empoisonnement aérien, Novichok 2. 0. Vapeurs invisibles sur les podiums enflammés. Depuis un squat de Pigalle, reconverti en ferme GPU, elle pilote l'hybride taupe. L'IA française, baptisée Marianne Noire, hackée en retour, ses entrailles quantiques corrompues par des leaks de l'anglais. DGSI 3. 0 déploie ses sentinelles, essaims de nanodrones thermiques, balayant les catacombes sous Notre-Dame, où le Sacré-Cœur digital murmure des prophéties en binaire. Volkov 3, arrière-petit-neveu du Spectre 83, trône dans un bunker orbital russe, IA quantique en transe, vérifiant les flux télégrammes sous cryptage post-quantique. Sueur arctique figée en cristaux de glace sur son Neuralink. Mais la CIA Low Orbit contre-attaque. Satellites, EMP stellaires, laser orbital frôlant l'atmosphère, grillant les constellations ennemies. Le 12 août 2028, apothéose hollywoodienne. Helicos Stealth au-dessus du Hollywood Bowl. UMP Symphonie pulvérisant les serveurs. Hologrammes olympiques fondant en chaos pixelisé. Interrogatoire 3. 0. Neuro-immersion totale. Elena 3. 0. Réincarnation vocale. Voix craquelée par des boucles infinies d'enfants virtuels hurlant. Soumettez-vous ou reboot éternel dans le vide. Flux binaire déverse les noms. Purge moscovite. 2. 0. 47 data centers vaporisés par malwares autoréplicants. Chair numérique fondue en plasma. Kuznetsova 3. Spectre brisé en 2029. Se déconnecte d'un EMP crânien dans le data center de Fort Meade. Note quantique gravée. Le silence est un bug. Le code, l'éternité. Écho quantique mute dans les nuages stellaires, serveurs orbitaux sous néon cosmique, où les chercheurs AI, hybrides organiques, sentent le tic-tac des ombres immortelles. Fin du cycle, reboot inévitable. Los Angeles n'était que le prologue. Séoul 2032 appelle. Le puzzle se reforme.